J'ai décidé de faire une étude de cas, une sorte d'étude de cas très superficielle sur une vidéo que j'ai visualisée qui s'intitule « Virer d'un écolieu après 2 ans ». J'espère qu'elle est toujours sur YouTube, je pense que oui. De toute façon, je laisserai les infos en description. Pourquoi j'ai voulu faire cette étude de cas et pourquoi sur cette vidéo en particulier? Pour plusieurs raisons. L'une des principales raisons, c'est en quelque sorte un prétexte pour pouvoir, utiliser ce témoignage, un témoignage, et mettre en perspective les expériences que j'ai pu avoir dans les écolieux, éco-villages, collectifs, qu'est-ce qu'il y a d'autre comme terme, éco-habitat, etc. Bref, des personnes qui se rassemblent et qui veulent créer une sorte de mini-société, qui ont des aspirations en commun et qui veulent fonctionner, vivre différemment par rapport à ce que le modèle dominant leur offre. Du coup, il y a environ une quinzaine d'années, non même pas, entre 10 et 15 ans, quand j'ai pu vivre, côtoyer dans différents endroits qui peuvent s'appeler écolieux, éco-villages, que ce soit en France ou à l'étranger. Du coup, avant de visualiser même cette vidéo-là, je pensais savoir par avance ce qu'il y allait y avoir et ça s'est avéré juste. Donc, j'ai trouvé très intéressant de pouvoir échanger sur certains principes de psychologie sociale. Ce qui est très intéressant dans ce témoignage-là, c'est que on pourrait étudier la psychologie individuelle et la psychologie des petits groupes. C'est ce qu'on appelle la psychologie sociale et certains mécanismes psychologiques qui nous concernent tous, qui sont mis en lumière, mais de manière beaucoup plus flagrante. Et je crois que ça peut beaucoup nous aider, vous aider, pour pouvoir comprendre les mécanismes sous-jacents qu'on peut analyser dans la société en général, que ce soit les idéaux, que ce soit aussi les principes de conformisme. Et donc, je crois que pour psychologue social, un observateur qui en plus vit l'expérience de l'intérieur, c'est-à-dire qu'il n'observe pas, qu'il n'étudie pas l'objet extérieur, mais qu'il la vit de l'intérieur, c'est un petit peu l'œil, un petit peu l'analyse que j'ai pu faire en ce qui me concerne, en vivant dans certains endroits. C'est non seulement j'ai vécu certaines choses de l'intérieur, j'ai pu apprendre énormément de choses sur moi-même, vraiment beaucoup, sur l'être humain en général. Et ces interactions dans les petits groupes et puis certains mécanismes que l'on retrouve dans une certaine globalité dans la société en général. Ce qui est intéressant, c'est que ici je vais pointer du doigt les mécanismes et leurs raisons d'être, enfin, les différentes raisons d'être de l'apparition de certains mécanismes. Ce sera un régal pour les psychologues sociaux ou les sociopsychologues, un peu à l'image des anthropologues, vous savez, qui vont aller étudier l'être humain dans sa globalité, dans différentes peuplades, contrées, mais qui vivent avec et qui sont vraiment immergés, imprégnés pendant des mois, voire des années. Donc là, l'analyse, les observations et les études seront différentes forcément par rapport à une personne qui étudie un objet extérieur dans un laboratoire, du moins qui n'est pas immergé, surtout lorsque cela concerne l'être humain et sa complexité. Les écolieux, les éco-villages, tout cela, on le vend en poupe, si je puis dire, mais à une certaine époque, déjà en plus lorsque moi j'ai pu expérimenter ça, mais encore bien plus avant, on considérait ces personnes comme étant des marginales, des antisociales,
Et aujourd'hui, ces personnes-là ont été des pionnières à une certaine époque par rapport à ce que beaucoup recherchent aujourd'hui. Disons que c'est une sorte de minorité qui a pu influencer la société et qui a permis de pouvoir ouvrir des possibilités, qui a permis d'ouvrir des possibilités en termes de mode de fonctionnement, en termes de mode de vie. Lorsque le modèle dominant ne permettait pas ces possibilités-là, du moins pour ceux qui n'osaient pas franchir le pas, qui ne se retrouvaient pas dans le mode de vie, dans le mode de fonctionnement, dans le mode d'interaction, dans différents idéaux, mais qui ne savaient pas où chercher, comment. Et bien évidemment, la peur de quitter le connu et la peur d'aller vers l'inconnu sont parfois trop fortes chez beaucoup, ce qui ne permet pas d'explorer d'autres possibilités. Donc le fait de voir des modèles, des pionniers, d'autres personnes qui ont franchi le pas permet en quelque sorte d'enlever certaines craintes et de franchir le pas dans tout ce qui est expérimentation, transformation de l'être humain, qui souvent fonctionne par idéal. Je salue donc les pionniers qui à l'époque marginalisaient, mais dont les efforts ont permis aujourd'hui des ouvertures de modes de fonctionnement qui font totalement partie du paysage social et qui sont même valorisés. Lorsque je parle de psychologie sociale, donc on va voir dans cette petite étude de cas très superficielle qu'il y a différentes que j'aborde différents points par rapport à ce témoignage-là, notamment l'idéal, les idéaux. L'idéal, c'est ce qui va attirer, donc c'est ce qui va rassembler des personnes, par exemple, si on prend l'exemple de cet écolieu-là, d'expérimenter leur idéal de manière beaucoup plus concrète, que ce soit en termes d'autonomie, de mode de fonctionnement, de vivre autrement, mais avec des interprétations différentes, des besoins différents, des fonctionnements différents. On rassemble ces gens-là, donc avec un idéal commun, dans un lieu, et on voit ce qui en émerge spontanément. Donc pour les personnes qui veulent expérimenter ou qui veulent observer, analyser, c'est disons un laboratoire à ciel ouvert en termes de psychologie sociale. Et des attitudes et comportements qui en émergent spontanément. Puisque les éco-villages ou les écolieux sont en quelque sorte des mini-sociétés. Et donc beaucoup plus facilement observables, analysables. Les idéaux sans discernement peuvent conduire très souvent à des attentes et donc à des déceptions et des désillusions. Souvent des déceptions et des désillusions. Idéal sans discernement. Oui, en fonction de l'idéal de chacun. Puisque forcément, les idéaux sans discernement, je peux prendre l'exemple d'une personne qui est capable, par idéal, mais sans discernement, de se tuer et de tuer d'autres personnes pour la promesse d'un paradis dans l'au-delà. Donc ça, c'est un exemple d'un idéal sans discernement. Un autre exemple, il peut aussi y avoir, je ne sais pas moi, des personnes qui ont comme idéal le fait de voir l'être humain, l'humain augmenter. Donc un peu l'idéal du transhumanisme. Donc pour pouvoir augmenter, optimiser les performances de l'être humain qui, de manière naturelle, est nulle, biologiquement entre guillemets nulle. Donc grâce à la machine, grâce à la technologie extérieure,
l'être humain peut augmenter ses capacités, ses performances par différents biais. Donc ça, c'est aussi une forme d'idéal. Et beaucoup y travaillent pour, puisque ce sont en général les idéaux qui régissent les actions de l'humain. On va vers une sorte d'idéal, d'objectif. Ensuite, il peut y avoir des fuites. Souvent, dans les écolieux, les écovillages, bref, les communautés dites alternatives, vont attirer des personnes vulnérables, des jeunes en recherche. On ne sait pas ce qu'on veut, on ne se reconnaît pas dans, je ne sais pas moi, le modèle dominant. Donc du coup, on va créer une sorte d'idéal intérieur. Et lorsque on voit qu'à l'extérieur, de par souvent des descriptions très bien faites, on pense que c'est justement là le lieu du bonheur, le lieu de la cohérence entre ce que l'on vit à l'intérieur et ce que l'on veut voir à l'extérieur. En termes d'interaction humaine, en termes de besoins affectifs, en termes d'autonomie, en termes de mode de fonctionnement. Donc souvent ça peut être des fuites parce que l'on n'est pas capable d'affronter quelque part les réalités environnantes. Ça c'est d'une part, et d'autre part ça peut être, pas forcément une fuite, mais ça peut être une sorte d'objectif, tout en prenant en compte la réalité dans laquelle nous vivons. C'est ce qui va faire la différence entre la fuite et, disons, le réalisme et l'objectif. La fuite ne va pas prendre en compte la réalité, disons la déception, qu'elle va trouver dans l'idéal qu'elle s'est construit. Donc soit elle va mettre du temps, soit elle ne va jamais peut-être se rendre compte que cet idéal-là extérieur n'est pas celui qu'on attend. Peut-être que c'est ce qu'on va voir dans la vidéo, parce qu'on parle de 2 ans. Et il y en a qui vont parfaitement prendre en compte les différentes réalités, la complexité des réalités existantes, mais qui vont tout de même aller dans la direction de l'idéal, disons de l'objectif. Ils vont le transformer en sorte d'objectif, ce qui épargne les attentes, les désillusions, les déceptions. Il est facile de dire qu'il suffit de ne pas avoir d'attente intellectuellement, mais dans la pratique, de pouvoir le vivre à l'intérieur, c'est beaucoup plus difficile. Une personne en général, lorsqu'elle dit moi je n'ai pas d'attente par rapport à ça, souvent c'est le contraire, parce qu'on veut se persuader. Et une personne qui n'a pas véritablement d'attente, en général ne l'exprime pas ainsi. Oh, il y a un rassemblement. Moulin à huile, l'Olivade. Donc, on va aussi voir l'émergence du conformisme. Alors, le conformisme a souvent une connotation négative, et sachant que le conformisme est aussi très apprécié dans les études de psychologie sociale. On va voir ce que c'est, comment il se manifeste, les raisons pour lesquelles il se manifeste, et puis sa raison d'être, parce que sans conformisme, si l'on ne se conforme pas à des règles communes, les sociétés telles que nous les connaissons aujourd'hui n'existeraient pas. Et bien d'autres choses. Donc, je suis à côté de la route, donc il y a du bruit. Donc, je vais vous laisser avec cette vidéo de qualité très médiocre. Mais disons que je l'ai faite à la va-vite et que j'ai plutôt voulu privilégier le contenu. Et puis les idées que j'avais envie de les exprimer rapidement, plutôt que la qualité de la vidéo. Donc je m'excuse d'avance par rapport à ça, j'espère que c'est pas gênant, je pense pas que ça soit très gênant, mais je le dis quand même parce que moi-même ça m'a gênée en la revoyant. Et puis voilà, à tout de suite. Donc c'est parti. Je
J'ai vécu 2 ans dans une sorte de communauté qui se dit être un écolieu. C'est là où j'avais construit le dôme que j'ai dû quitter. Le dôme, les constructions dites atypiques avec une structure, une architecture atypique selon certains modèles est de plus en plus en vogue. Ce n'est pas uniquement dans les écolieux que ces constructions voient le jour. Dans des lieux qui se dit écolieux, donc un lieu qui est censé être écologique. Pour l'instant, je ne vais pas m'attarder sur le nom, mais disons que je vais adopter ce mot-là. Et d'ailleurs, il le met entre guillemets. C'est sûrement pas anodin. L'habitat léger, l'habitat écologique est pratiquement un moyen matériel de pouvoir vivre autrement au sein du foyer. Je fais cette vidéo dans le but d'avertir ceux et celles qui sont attirés par la vie en collectif, comme je l'ai été. Je veux montrer les dérives et les enseignements tirés de ce cas particulier, car il n'est certainement pas le seul, surtout devant l'émergence de ces modes de vie et la complexité humaine. Je disais, mais tu vis dans une secte, vous êtes complètement barré, vous faites n'importe quoi. Pour vous raconter ma démarche, pourquoi est-ce que j'ai voulu vivre dans une petite communauté? Oui, la notion de secte est inhérente dans ce qu'on appelle des communautés. Bref, des personnes qui se regroupent selon leur propre modèle. Maintenant, qu'est-ce qu'une secte? Ça, c'est autre chose. Il y a quelques années, les philosophes, par exemple, que l'on étudie aujourd'hui, du nom de Socrate, Platon, Aristote, à l'époque, faisaient partie d'une secte. Des sociétés secrètes, initiées, peu importe le nom, mais elles étaient considérées comme étant des sectes, parce qu'elles étaient... elles ne correspondaient pas au modèle de pensée du modèle dominant. Donc, aujourd'hui, elles sont étudiées, ces pensées-là et ces modèles philosophiques sont étudiés, donc peut-être que les sectes d'aujourd'hui seront les modèles de demain. Qui sait? Durant pas mal de temps, je pensais que je voulais vivre seul comme un ermite dans la montagne. J'ai essayé ce mode de vie dans les Pyrénées, j'ai eu mon expérience très bénéfique, mais j'ai compris là-bas que ce ne serait pas ma vie sur le long terme. Quand j'ai continué mes études avec un doctorat sur le climat proche de Paris, je ne voulais pas vivre seul dans un minuscule studio bruyant hors de prix. Je voulais rester proche de la nature. J'avais eu une expérience de vie seule et je voulais expérimenter l'opposé, une vie commune. Ok, donc là, on voit une personne, une jeune personne qui est en quête de soi, en quête d'expérience et en recherche d'une identité qui passe par le mode de vie qu'elle va expérimenter. Donc l'ermite, il voit que ce mode-là ne lui convient pas et donc va rechercher les idéaux qui l'animent à travers un modèle collectif qui répondrait à ses attentes. J'ai cherché, j'ai trouvé un lieu sur Internet. Sur Internet. Ici, ça avait l'air beau, ça avait l'air d'être proche de la nature. Il y avait une diversité d'habitats, a priori, de personnes, de projets. Il y a des projets de construction, des projets d'agriculture, de permaculture, enfin tout ça, c'est dans l'air du temps. Le projet. Projet. Projet d'habitat, projet de permaculture, projet de atelier de bien-être, de spiritualité, etc. Tout ça, c'est vraiment dans l'air du temps. C'est une sorte de package. Ça va ensemble. Proche de la nature, connecté aux arbres, aux plantes. sur papier, quoi. Ok. Donc j'ai rejoint un immense terrain dont la propriétaire accueille les gens en échange de leur travail.
Donc il y a des woofers qui sont nourris, logés, blanchis en échange de... Oui. Le woofing, c'est devenu un adverbe. Des woofers, c'est devenu un adjectif. C'est un principe d'échange, comme il le décrit, qui à la base venait d'une... c'est du volontariat, qui à la base venait d'un besoin. Donc c'est né en Angleterre, je crois, dans les années 70. À la base, ça venait d'un besoin de paysans, de producteurs, qui se trouvaient dans des difficultés, dans des besoins de main-d'œuvre, qui cultivaient en bio, et qui n'avaient pas les moyens de recruter, et qui aussi voulaient partager, c'est surtout partager le mode de vie avec des citadins qui ignoraient totalement tout de la vie rurale. Donc le principe d'échange était que voilà, des citadins qui voulaient déjà se connecter à la nature, pouvoir être utiles, pouvoir développer des compétences et puis découvrir d'autres modes de vie qu'ils ne connaissent pas. Donc l'échange était ceci à la base. Tout était, c'est comme l'origine, hein, c'est comme l'amour chez Jésus. L'origine était vraiment l'échange de compétences et de modes de vie différents. De leur main-d'œuvre, il y a des locataires et des gens permanents, comme c'était mon cas. Et en fait, on est entre 5 et 10 personnes au total dans la communauté. L'activité principale, c'est l'implémentation d'un jardin botanique ou artistique à partir de matériaux des récup. Il y a aussi des activités parallèles de bien-être, de formation, jardinage, permaculture, des petits concerts. On est attiré car esthétiquement le lieu est magnifique. Il y a un potentiel qui est énorme. L'accueil de cette femme est chaleureux, elle est très charismatique. Il y a aussi de très très belles photos sur les réseaux sociaux. Ah, on arrive aux désillusions déjà. The echo, the solidarity, the permacultural, the spiritual, just because it's a new trend to get more people to be exploited for free in their own land that they own. Il a parfaitement bien résumé. Ce qui, à la base, venait d'aspirations profondes qui ont été mises en place dans la recherche d'autonomie, de vivre ensemble, de solidarité, enfin tout ce qu'il évoque, qui à la base part d'un véritable noyau dur de personnes avec des aspirations réellement profondes. Et ces lieux-là existent, ont émergé, ont éclos et accueillent, expérimentent, proposent des échanges. Mais ce qui fait vivre un lieu, ce n'est pas un projet sur un papier bien écrit, avec une association créée en général. Derrière, il y a souvent une association avec la description détaillée du lieu, enfin, des matériaux utilisés, des moyens techniques, etc. En fait, on s'en fiche de tout ça, dans la mesure où les êtres humains sont eux qui donnent d'abord vie à un lieu. Ce n'est pas le projet, ce n'est pas un papier qui a été écrit selon des mots ou des concepts. C'est toujours des êtres humains qui donnent lieu à la vie dans un lieu. Donc, peu importe le projet, les moyens et les ressources techniques, logistiques, compétences, etc., peu importe, si la base, le noyau dur, vient d'aspirations profondes, réelles et authentiques. Donc ça existe. Et bien évidemment, comme toute chose, il y a des personnes qui vont utiliser la tendance. Vous savez, c'est comme un peu le bio, qui vont utiliser la tendance pour pouvoir en faire commerce. Non seulement en faire commerce, parce que ça, j'ai envie de dire, c'est pas forcément quelque chose de péjoratif, bien que c'est quand même une déviation, un détournement, mais utilisé pour non seulement faire commerce, mais aussi pour pouvoir asseoir
sa propre domination. Je considère que ce n'est que du paraître. Une vitrine pour faire bonne image, alors que le but est tout autre. Vraiment, qu'est-ce que j'aime, parce que c'est important. Il y aura du lieu, et puis aussi par la nourriture. Le noyau central des On voit que la personne, donc il a enregistré cet échange à l'insu de la propriétaire des lieux apparemment, donc on le voit dès le départ, faire de la thune. Alors déjà, on remarque le vocabulaire qui est employé ici. Voilà, derrière l'image de l'écolieu, la connexion à la nature, le vivre ensemble, faire de la thune, ça n'a pas lieu d'être en termes de vocabulaire, juste une analyse purement sémantique. Il y a quelque chose qui ne colle pas. Vous voyez, on voit qu'il y a une sorte de vulgarité, de grossièreté qui est mise en avant donc par cet enregistrement caché. Et la subtilité et la lumière qui est mise sur papier. Donc il y a une sorte de dissonance entre les deux, entre le vocabulaire utilisé bien propre, solidarité, paix, vivre ensemble, nature, connexion, etc. Et puis le vocabulaire qui est réellement utilisé dans le quotidien. Donc déjà ça marque une sorte de manque d'intégrité. Colibri, woofing, tout ça. Ce sont des réseaux qui sont fondamentalement liés. Which means that apparently you have 5 hours, but in the end you're working all the day. Puisqu'on n'a pas envie d'être mal vu, donc on va juste faire comme tout le monde fait, voire parfois il y a une sorte de compétition de qui travaille le plus. C'est très intéressant ce qu'elle dit. Je vais revenir en arrière. But in the end you're working all the day. Puisqu'on n'a pas envie d'être mal vu. On n'a pas envie d'être mal vu. Donc on va juste faire comme tout le monde fait. On va faire comme tout le monde fait. C'est très intéressant et donc cela renvoie au concept très réel du conformisme. Alors, c'est quoi le conformisme ? Le conformisme, donc dans la psychologie sociale, il est étudié comme étant une des 3 formes d'influence sociale. Les 3 formes d'influence sociale, c'est le conformisme, autrement dit l'influence de la majorité. Ce qu'on appelle aussi l'innovation. L'innovation, c'est l'influence de la minorité. Et la normalisation. Donc, le conformisme, c'est une des formes d'influence sociale. Influence sociale est vue comme quelque chose de négatif. Or, une société tout entière est dynamique et nous influençons, nous nous manipulons et nous nous influençons les uns les autres. Maintenant, le degré d'influence, comment c'est fait, sous quel niveau de conscience, ça c'est une autre histoire. Mais c'est très, 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 très intéressant de voir à l'échelle d'un petit groupe comment ce conformisme fonctionne. Le conformisme, alors déjà, c'est vu comme quelque chose d'assez péjoratif. Or, il a aussi sa fonction. Si on devait le définir de manière neutre, ce serait le changement de l'attitude ou du comportement d'une personne ou d'un petit groupe pour se mettre en harmonie ou en cohérence avec l'attitude ou le comportement du groupe dominant, du groupe majoritaire. C'est juste ça le conformisme. C'est juste le fait de changer son comportement ou son attitude pour pouvoir le mettre en adéquation, en harmonie, si je puis dire, avec le groupe dominant. Maintenant, après la définition, pourquoi il y a pourquoi ce conformisme est important, pourquoi l'influence de la majorité peut jouer en sa faveur, c'est pour la simple et bonne raison de vouloir rallier à sa cause
eh bien, la minorité, implicitement, ralliée à sa propre opinion, à sa cause, implicitement, et pourquoi? C'est en général pour être plus fort, plus puissant. Alors il faudrait avoir ce qu'on appelle une norme objective. Une norme objective, c'est que face à une opinion, à une situation donnée ou à une question donnée, il y ait une seule réponse possible. En général, elle est vue comme étant la vérité et est détenue par la majorité. Donc, la condition d'apparition de la conformité, c'est qu'il y ait cette vérité, cette norme objective que personne ne peut remettre en cause et qui est détenue par la majorité. Donc la majorité a raison, la minorité a tort, donc la minorité doit se rallier à la majorité. Je ne sais pas si ça vous fait rappeler quelque chose dans l'actualité. Je pense que si. Donc ça, c'est un phénomène étudié et connu en psychologie sociale. La deuxième condition d'apparition de la conformité, du conformisme, c'est le fait que le groupe majoritaire ait non seulement une forte intériorisation d'une opinion, ou d'une opinion par rapport à une question donnée, et qu'il ait la volonté de l'affirmer. Voilà, sinon, il ne voudrait pas rallier à sa cause d'autres membres pour pouvoir être plus fort. Donc il y a une volonté d'affirmation. Et la troisième condition, c'est que le groupe ou l'individu minoritaire, là en l'occurrence, imaginons qu'il y ait un seul individu, il faut qu'il n'ait pas véritablement d'opinion fortement intériorisée. En gros, il n'a pas d'avis, il ne cherche pas à avoir d'avis, et il serait peut-être plus facilement manipulable et influençable. Donc ça, c'est les conditions d'apparition du conformisme. Le conformisme est pas mal étudié en psychologie sociale, avec, je vais citer une des célèbres études en psychologie sociale de Solomon Asch, très connue. L'expérience, le conformisme d'Asch et Milgram. Donc Milgram, c'est la soumission à l'autorité, et Asch, l'expérience d'Asch, c'est le conformisme. À connaître, c'est très facile, on fait des recherches sur ça, il y a des vidéos explicatives très intéressantes, et je pense que c'est dans l'actualité. Ça peut être une analyse très intéressante de l'actualité et de nos propres comportements dans des petits groupes qui sont représentatifs des grands groupes. Dans l'expérience d'Asch, Asch c'était un psychologue donc, dans les années 50, au milieu du XXe siècle, qui a vécu aux États-Unis et qui, lui, était persuadé au départ que l'être humain, il avait la conviction selon laquelle l'être humain avait un libre arbitre et qu'il est très difficilement influençable, voire pas du tout, et qu'il a la capacité à faire des recherches, à choisir ses propres sources d'influence, à pouvoir observer, analyser, avoir un esprit critique par rapport à une opinion de la majorité, donc qui est très peu influençable. Ça, c'était l'opinion de départ, la conviction de départ de Solomon Asch, qui, lui, a été un psychologue qui a été pas mal connu, assez connu, grâce à ses expérimentations et ses expériences en psychologie sociale, justement, dont celle-ci fait partie. Et je vais vous la présenter. Donc, dans dans l'expérience de Dash, qui est assez connue, qui est reprise, qui est aussi critiquée, hein, mais je vais parler de l'origine, c'est que, premièrement, dans ce genre d'expérience, pour étudier l'influence, pour étudier l'efficacité ou non d'une influence, il y a une sorte de protocole dans ce genre d'expérimentation dans psychologie sociale. Ce protocole-là se manifeste en 3 étapes. Premièrement, il y a l'opinion de départ. Alors on va demander à une personne, alors peu importe comment l'expérience se fait, je ne vais pas parler du tout du biais lié aux enquêtes, aux expériences. Il y a énormément de biais, ça ne représente pas le réel, et ce n'est pas parce que c'est une expérience qu'elle n'est pas critiquable, mais c'est la manière dont ils expérimentent
en psychologie sociale. Voilà. Même si c'est tiré, même si on ne peut pas étudier un phénomène hors contexte social, c'est très difficile d'étudier un phénomène social dans un laboratoire ou dans un environnement dit contrôlé. Du moins, c'est ce qu'ils utilisent, c'est les outils qu'ils utilisent pour l'instant. Ce sont les outils qu'ils utilisent pour l'instant. De la même manière, comment étudier par exemple un médicament in vitro? On va faire des tests sur des souris, d'une molécule ou autre, on va voir les résultats et après je caricature. Et après on a des résultats plus ou moins analogiques sur l'être humain. Or, on ne peut pas véritablement conclure de cette manière-là. Ce n'est pas parce qu'on a tel résultat sur des souris dans telles conditions qu'on aura exactement les mêmes résultats sur des êtres humains dans d'autres conditions. Donc, parenthèse à part, je vais expliquer les 3 étapes qu'il y a dans ce genre de raisonnement, juste pour manifester, pour montrer à quoi correspond le conformisme et comment il se manifeste, ce changement. Première étape, on demande une opinion. Exemple, que pensez-vous de blablabla ou êtes-vous d'accord avec blablabla. Et donc, dans la deuxième étape, nous donnons l'opinion contraire de la personne de manière délibérée en disant que c'est l'opinion de la majorité. Exemple, oui, 65% des femmes de tel âge pensent que, en donnant un résultat contraire à l'opinion de départ de la personne. Troisième étape, et vous, qu'en pensez-vous? Donc là, en fonction de l'opinion de la personne, on va définir si effectivement elle a changé d'avis par rapport à l'influence de l'étape 2. L'étape 2 est considérée comme le processus, disons, d'influence. Je vais te demander ton opinion, ensuite je t'informe que ton opinion est contraire à l'opinion de la majorité. On va lui donner une certaine crédibilité, souvent en évoquant une enquête, une étude scientifique ou autre. Et on va évaluer le changement d'opinion comme étant du conformisme. Si la personne n'a pas changé d'avis, on peut dire qu'elle est indépendante, voilà, et si elle peut trouver une sorte de compromis entre les deux, eh bien on peut parler de compromis, justement. Si elle modifie, si elle atténue seulement son opinion de départ sans forcément la changer totalement et la conformer à l'opinion de la dite majorité, alors on peut parler de conformisme, de compromis. Donc pour décrire une situation d'influence sociale et puis le processus qui en découle, on peut prendre un schéma intéressant qui va expliquer, mais de manière synthétique, mais c'est uniquement pour pouvoir mieux comprendre, sachant que le processus est beaucoup plus complexe. On va prendre un schéma qui est tiré de l'ouvrage L'influence sociale, page 22 de Montmolin, en 1977. Donc à l'époque, la psychologie sociale connaît un essor, donc il y a de plus en plus et d'énormes expériences qui sont mises en place, de théories qui sont testées, etc. Et donc ça en fait partie. Là, on a un peu synthétisé, très schématisé d'ailleurs, le processus d'influence. Vous avez un problème, une question, un stimulus. Donc, au départ, on demande au sujet son avis à propos d'une situation. Donc, la réponse première va être R1. Donc, elle va vous donner R1. Et ensuite, on va lui communiquer la réponse d'une autre personne ou d'un autre groupe qui est différente de la sienne. Donc, c'est la réponse d'autrui qui est exprimée par R1. Donc, on a R1 et RA. Et la troisième étape, on va lui demander à nouveau son avis, qui va correspondre à R2, pour voir et pour évaluer dans quelle mesure la prise de connaissance de la réponse d'autrui a modifié ou non sa réponse initiale.
Donc, comme je l'ai dit, si R1 est égal à R2, donc si elle n'a pas du tout changé d'avis, sa réponse initiale est la même que sa réponse finale, on va dire que la personne a une opinion indépendante. Si la réponse finale va correspondre à la réponse d'autrui, donc la personne se conforme, c'est le processus de conformité qui est mis en avant. Et par contre, si elle arrive à trouver une atténuation des deux, dans les deux réponses, on va dire, elle va nuancer sa réponse par rapport à la réponse d'autrui, c'est ce qu'on appelle un compromis. Donc on appelle phénomène d'influence ce changement-là, le changement d'attitude ou de comportement d'une personne face à l'influence d'une majorité. Le phénomène d'influence est différent du processus d'influence. Le processus, c'est juste le mécanisme de comment ça fonctionne. Donc ça, il y a plein de stratégies qui sont mises en place en fonction de la psychologie et du schéma de chacun. Souvent dans le processus, il y a une forte suggestibilité des personnes. Donc par exemple, dans ce cas-là, nous allons utiliser l'idéal, les idéaux, qui sont fortement intériorisés, qui vont surpasser la réalité, parfois. Donc nous préférons croire en un idéal pour échapper à une certaine difficulté de la réalité. Et lorsque un groupe ou une autre personne va répondre à cet idéal-là, nous sautons sans discernement dans cet idéal-là. Ça peut être l'idéal d'un amour, l'idéal d'une vie en collectivité, l'idéal d'un paradis dans l'au-delà, l'idéal d'un mode de fonctionnement d'une société, l'idéal d'un corps, l'idéal de... Il y a d'innombrables idéaux en fonction du niveau de l'importance de la sphère de la personne. Dans l'expérience d'Ash, je ne l'ai même pas évoqué, Ash donc avait tous ces convictions-là, il voulait les prouver. Par rapport, donc dans des expériences, il voulait les prouver. Ce qu'il a fait, donc l'expérience de départ, c'est qu'il a mis en place, il a fait venir des personnes, c'est ce qu'on appelle des sujets naïfs, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas au courant qu'ils sont en train d'être analysés et observés. The experiment is not a public opinion poll. It examines behavior under the pressure of social forces, as the experiment of Solomon Asch reveals. The experiment you'll be taking part in today involves the perception of lengths of lines. As you can see here, I have a number of cards, and on each card there are several lines. Your task is a very simple one. You're to look at the line on the left and determine which of the three lines on the right is equal to it in length. All right, we'll proceed in this order. You'll give your answer. Only one of the people in the group is a real subject, the fifth person with the white T-shirt. The others are confederates of the experimenter and have been told to give wrong answers on some of the trials. The experiment begins uneventfully as subjects give their judgments. 2. 2. 2. 2. 2. 3. 3. 3. 3. But on the third trial, something happens. 2. 2. 2. 2. 2. The subject denies the evidence of his own eyes and yields to group influence. 1. Asch found subjects went along with the group on 37% of the critical trials. But he found through interviews that they went along with the group for different reasons. 1. 1. They must be right. There are 4 of them and 1 of me. 1. This subject's yielding is based on a distortion of his judgment. He genuinely believes that the group is correct. 1. 1. 1. 2. 1.
2. 2. 2. I know they're wrong, but why should I make waves? 2. In this case, the subject knows he is right, but goes along to avoid the discomfort of disagreeing with the group. Here, the distortion is at the level of his response. 2. 2. 2. 2. In the previous experiment, the naive subject stood alone against the group. In this variation, Ash gave the naive subject a partner, here seated in the third position, who also gives the correct response. 1. 1. 2. 1. 2. With a partner, yielding drops to only 5% of the critical trials compared to 37% without a partner. Although subjects report warmth and good feeling toward the partner, they typically deny that he played a role in their own independence. The partnership variation shows that much of the power of the group came not merely from its numbers, but from the unanimity of its opposition. When that unanimity is punctured, the group's power is greatly reduced. Sometimes we go along with the group because what they say convinces us they are right. This is called informational conformity. But sometimes we conform because we are apprehensive that the group will disapprove if we are deviant. This is called normative conformity. The strength of the normative factor is shown in another variation carried out by Ash. In this variation, the subject is told that because he had arrived late, he would have to write his answers. Subjects in this private response experiment are exposed to the same amount of misleading information as other subjects, but they are immune from any possible criticism by the group. 1. 1. 1. And this enormously reduces the pressure to conform. Conformity drops by 2/3. Ash's experiment is a classic. It reveals how people will deny what they see and submit to group pressure. It allows us not only to observe conformity, but to study the conditions that increase or reduce its occurrence. 35% des personnes se sont laissées influencer. 35%, c'est environ un tiers. Donc, sur 100 personnes, il y a au moins 3 qui sont susceptibles d'être influencées. Donc, faites le calcul sur 1000, sur 1 million, etc. Et voilà, et ça commence comme ça le conformisme. Donc, finalement, Ash a véritablement été assez déçu, puisqu'au départ, il voulait mettre en avant le libre arbitre. Donc ce conformisme-là, bien que il soit perçu comme étant péjoratif, négatif, puisqu'il ne permet pas une dynamique des changements sociaux et qu'il va à l'encontre d'une certaine vérité, là en l'occurrence c'est une vérité perceptive, qu'il empêche la réflexion, qu'il empêche les opinions diverses, etc. Et la liste peut être longue. Il a aussi une utilité, c'est de pouvoir avoir des sortes de repères dans les structures organisationnelles. Si on ne se conformait pas quelque part à certains codes, aussi explicites mais aussi implicites, ne serait-ce que, on va dire, la langue, imaginons que tout le monde pourrait parler ce qu'il veut, comme il veut, on ne pourrait pas par exemple communiquer s'il n'y avait pas un code de la route, s'il n'y avait pas un code, je ne sais pas moi, de l'écriture, s'il n'y avait pas un code dans l'administratif, si on ne se conformait pas à ces préceptes d'organisation sociale, alors ce serait difficile de pouvoir vaquer à nos occupations mondaines. Alors là, en l'occurrence, ce n'est pas vraiment de la conformité puisqu'il ne s'agit pas d'opinion, mais il s'agit tout de même d'une mise en harmonie d'un comportement ou d'une attitude dans un espace et dans un paradigme socio-culturel.